Bonjour à tous, donc je vais me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Soraya Chomniclef et je suis la responsable de la gestion du concours vétérinaire post-bac et je vais laisser juste la main rapidement à Lucie Martin. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Bon, c'est pas grave. Si, c'est bon. C'est bon. Moi, je suis chargée de mission pour le ministère de l'Agriculture et je m'occupe de la coordination de la formation initiale pour les 4 écoles vétérinaires et je vais interagir avec Soraya sur le concours vétérinaire post-bac. Alors, d'habitude, on intervient en début de forum souvent. Donc, peut-être, Soraya, passer les 2 premières diapos et aller directement à la diapo sur les attendus du concours post-bac, Oui, tout à puisque fait. là, il y a eu des présentations antérieures. Voilà, je vous laisse la parole à ma collègue. Oui, j'ai bien vu effectivement le schéma avec les différentes voies d'accès. Donc, alors, attendez, je vais essayer de voir si la présentation fonctionne. Tac. Donc, vous avez déjà eu. Donc, je vais quand même parler rapidement. Donc, effectivement, pour entrer dans une des écoles nationales vétérinaires de France, il faut obligatoirement réussir un des concours d'entrée, parce qu'en fait, la formation de vétérinaire est une formation qui est réglementée. Donc, c'est un concours qui est commun aux 4 écoles. Et donc, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a différentes voies d'accès. Donc, c'est pour cette raison qu'on a des étudiants dans les écoles qui ont des parcours différents, très divers. Et les études sont très longues et exigeantes. Donc là, les voies d'accès, on va les passer rapidement. Voilà. Donc là, je vais vous parler du concours vétérinaire post-bac. Donc déjà, les études, contrairement aux autres voies d'accès, elles sont de 6 ans au lieu de 7 ans minimum. Un des buts du concours vétérinaire post-bac, c'était de raccourcir la durée des études. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays européens, la durée des études dure en moyenne 5 ans. Le concours post-bac permet de recruter des étudiants vétérinaires qui sont conscients des enjeux de la profession et qui ont une vision réaliste des métiers. Ça permet aussi d'améliorer donc la mixité sociale des étudiants, notamment grâce à un pourcentage minimum de lycéens boursiers et aussi d'améliorer la diversité territoriale des étudiants parce qu'on s'est rendu compte qu'avec d'autres voies d'accès, les étudiants étaient issus majoritairement des grandes villes. Donc là, je vais vous parler du profil du candidat type. Ce sont des élèves qui ont un très bon niveau scolaire, avec bien entendu de très bonnes connaissances et des compétences scientifiques, avec des qualités intellectuelles, donc tout ce qui est agilité intellectuelle, capacité de raisonnement et d'argumentation structurée, des bonnes connaissances et des compétences méthodologiques, et bien entendu une connaissance et une expérience du travail avec les animaux et leurs produits, en établissement de soins vétérinaires, en élevage ou dans l'industrie et qui ont aussi des qualités humaines qui sont très importantes, notamment l'empathie, la bienveillance et l'écoute, et puis bien entendu aussi savoir se remettre en question. Tous ces attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020 et vous pourrez les retrouver sur Parcoursup. Donc là, je vais vous parler des spécialités qui sont recommandées. Donc, comme vous le savez tous, donc le métier de vétérinaire, c'est un métier scientifique. Donc, pendant les études, vous aurez obligatoirement de la physique, de la chimie et des mathématiques. Donc, les spécialités qui sont recommandées sont la science de la vie et de la terre ou biologie-écologie dans les lycées agricoles. C'est exactement la même chose. La physique-chimie et les mathématiques. Alors là, donc, qui peut se présenter au concours vétérinaire post-bac? Donc, comme son nom l'indique, donc c'est une voie post-bac. C'est un concours qu'on peut passer uniquement en classe de terminale et il n'y a pas de délai entre la classe de terminale et la candidature. Donc, il faut être élève scolarisé en classe de terminale. Donc, scolarisé, si jamais, par exemple, vous suivez un enseignement à distance type CNED, vous pourrez candidater, mais à condition de suivre l'entièreté de la scolarité. Si vous suivez que quelques enseignements au CNED, vous ne pourrez pas candidater. Donc, en plus d'être scolarisé en classe de terminale, vous pouvez être scolarisé soit en France ou à l'étranger, et vous devez impérativement préparer le concours, préparer pour la première fois
un baccalauréat général. Donc cela signifie que si jamais vous redoublez votre classe de terminale, vous ne pourrez pas candidater. Il est ouvert uniquement donc aux élèves qui préparent un baccalauréat général. Cela signifie que les élèves qui préparent un bac technologique ou professionnel ne pourront pas candidater. Les candidats scolarisés dans l'hémisphère sud, qui obtiendront donc le baccalauréat très prochainement, pourront aussi candidater. C'est le cas, par exemple, des candidats de la Nouvelle-Zélande. Les élèves de français scolarisés à l'étranger qui préparent la première fois un diplôme équivalent au baccalauréat général, eux aussi pourront candidater. Il y a aussi des conditions de nationalité. Donc, il faut être français ou soit élève de nationalité, donc tous les pays européens, principauté d'Andorre, la Suisse ou principauté de Monaco. Donc, de toute manière, toutes les conditions d'éligibilité, vous les retrouverez sur le site du concours et aussi dans l'arrêté. Si bien sûr vous ne respectez pas les conditions d'éligibilité, vous ne pourrez pas candidater. Donc là, je vais vous parler des 3 étapes de la candidature. Donc tout d'abord, sur la formulation des vœux et de la confirmation des vœux, donc qui se passe sur Parcoursup, l'admissibilité sur dossier et l'admission sur épreuve. Donc la première étape, c'est la formulation et la confirmation du vœu uniquement sur Parcoursup. Donc en fait, la candidature donc se fait uniquement, via Parcoursup. Les écoles nationales vétérinaires donc sont signataires, de la charte Parcoursup. Cela signifie que nous respectons scrupuleusement, cette charte. Par exemple, le calendrier donc, comme vous voyez sur cette diapositive, les élèves de terminale pourront candidater, du 19 janvier au 12 mars, donc pour formuler un vœu et ils auront au plus tard jusqu'au 1er avril pour valider leurs vœux. Donc cela signifie que si jamais vous, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas respecté toutes les obligations pour pouvoir confirmer un vœu, on ne pourra rien faire pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun délai supplémentaire qui ne sera accordé. Donc comme je vous ai dit, donc tout passe sur Parcoursup, c'est-à-dire l'expression des vœux. Donc il faut impérativement respecter le calendrier de Parcoursup, le paiement des droits d'inscription, la confirmation des vœux, donc comme on l'a vu précédemment, le 1er avril, dernier délai, l'annonce de l'admissibilité. Donc c'est sur Parcoursup que les candidats admissibles pourront obtenir leur convocation aux épreuves. Il y a aussi la procédure d'appel et la procédure d'affectation dans les écoles. Donc comment s'inscrire sur Parcoursup? Donc à partir du moment où la période de candidature est ouverte sur Parcoursup, vous pourrez formuler un vœu pour le concours commun vétérinaire, formation vétérinaire bac+6, concours commun vétérinaire. Ensuite, il faudra mettre en sous-vœu les écoles dans lesquelles vous souhaitez aller. En cas d'admission, les propositions d'admission apparaîtront sur Parcoursup à partir de juin. Ce vœu utilise un vœu par lycée autorisé par Parcoursup, aucun sous-vœu, même si les 4 ENV sont choisis. Alors les droits d'inscription, donc c'est des droits d'inscription qui sont payables en ligne. C'est un seul paiement, quel que soit le nombre d'écoles choisies. Le montant est de 70 € pour les élèves non boursiers du lycée et 5 € pour les élèves boursiers du lycée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais il y a un souci donc, sur votre dossier Parcoursup et que vous êtes boursier, si l'information n'est pas correctement indiquée, Parcoursup vous demandera 70 €. Et si jamais vous êtes boursier, il faudra voir auprès de votre établissement pour qu'ils mettent à jour votre dossier Parcoursup. Donc, le paiement des droits d'inscription c'est obligatoire donc, pour confirmer le vœu. Donc si jamais, vous n'avez pas payé les droits d'inscription, vous ne pourrez pas valider votre vœu. Donc tous les ans, il y a certains candidats qui ont des petits soucis, de paiement, parce qu'il y a des paiements refusés et cetera. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas attendre la dernière minute, pour payer, les droits d'inscription parce que s'il y a un problème, du côté de la banque, on ne pourra pas vous accorder de délai supplémentaire pour candidater et donc vous ne pourrez malheureusement pas confirmer votre vœu.
Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi les droits d'inscription, donc c'est un prérequis prévu par les textes, et il n'y a pas de remboursement en cas de non-admissibilité ou en cas de non-admission. Alors le questionnaire de préorientation, donc c'est un questionnaire, qui a pour objectif donc de vous sensibiliser en tant que candidat. Ça vous permet de savoir si vous êtes capable, ou non de suivre des études vétérinaires et aussi, au niveau de vos représentations de la profession vétérinaire, de savoir si vous avez des représentations, pardon, plutôt réalistes ou plutôt fantasmiques. Alors le questionnaire de présentation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est ni noté ni conservé. C'est pas du tout utilisé donc, pour sélectionner les candidats. C'est vraiment un outil, de sensibilisation, pour vous. Ensuite, c'est obligatoire. Donc, une fois que vous aurez, complété le questionnaire de présentation, vous devrez, télécharger une attestation que vous devrez déposer obligatoirement sur Parcoursup. C'est vraiment une pièce du dossier qui est obligatoire. Donc pareil, n'attendez pas la dernière minute, parce que si jamais vous avez un problème d'ordinateur, un problème d'internet, vous n'aurez pas de délai supplémentaire pour déposer la pièce et confirmer votre dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce questionnaire est différent du questionnaire des licences de biologie. C'est vraiment un questionnaire qui est spécifique aux études vétérinaires et donc au concours vétérinaire. Donc, où trouver ce questionnaire? Donc, pour l'instant, ça ne sert à rien de le chercher. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on respecte scrupuleusement la charte Parcoursup et l'ouverture des candidatures, c'est à partir du 19 janvier. Donc, ce questionnaire sera effectivement disponible au plus tard le 19 janvier. Donc, il sera disponible où? C'est sur le site du concours, donc qui est affiché ici. Donc, c'est www.concours-veto-postbac.fr. Donc là, c'est vraiment le site qui est vraiment le plus important pour vous parce que toutes les informations qu'on vous donne maintenant, pourrez les retrouver sur ce site internet. Donc ensuite, il faudra aller sur le concours. Donc après, vous aurez un petit menu déroulant comme celui-ci. Et là, vous voyez bien, il y a la candidature sur Parcoursup. Donc vous voyez bien qu'ici, vous avez aussi toutes les informations relatives aux différentes phases du concours, c'est-à-dire la candidature, l'admissibilité, les épreuves d'admission, les résultats et des conseils pratiques. Donc n'hésitez pas à bien consulter toutes les informations qui sont à votre disposition. Ensuite, il faudra cliquer sur Accéder au questionnaire. Et ensuite, comme vous voyez en bas, il y a 2 types de questionnaires. Donc il y a un questionnaire qui est réservé donc, aux résidents français et aussi, les Français de l'étranger qui sont scolarisés dans des établissements, français et un questionnaire pour les élèves résidant hors de France. Par exemple, ce questionnaire-là, en fait, c'est pour, par exemple, les étudiants suisses. La différence entre les 2 questionnaires, c'est qu'en fait, comme à l'étranger, les matières sont différentes, c'est pour ça qu'il y a 2 questionnaires qui sont différents. Une fois que vous aurez donc, complété et répondu, au questionnaire de préorientation, donc vous aurez des résultats d'auto-évaluation. Donc ce questionnaire a pour seule vocation de vous aider à réfléchir sur vous-même. Il n'a pas de vocation prédictive précise sur vos chances de succès, au concours d'entrée aux écoles vétérinaires, lors de vos études. Les scores, indiqués sont différents du score qui servira de base pour déterminer le classement d'admissibilité aux épreuves du concours. Et comme je vous ai dit précédemment, ils sont en aucun ce ne sont pas des notes, elles ne sont ni conservées ni communiquées. En fait, nous, on n'a pas du tout accès à vos réponses. Donc quelles que soient les réponses que vous faites, on n'aura pas les informations. C'est vraiment pour vous forcer donc à réfléchir. Voilà. Ensuite, il vous suffira donc de cliquer sur «Télécharger, l'attestation» et ensuite, ce sera à vous d'indiquer votre nom, votre prénom et votre numéro d'identifiant Parcoursup. Voilà. Ensuite, vous aurez une attestation qui ressemblera à ça. Donc, le numéro d'identifiant Parcoursup, c'est le numéro de dossier qui vous sera attribué par Parcoursup au moment de la création de votre dossier. Généralement, ce nombre est composé de 7 chiffres.
Donc voilà. Donc ce qu'il faut savoir, donc, comme je vous disais, c'est un document qui est obligatoire à déposer dans votre dossier Parcoursup pour pouvoir valider votre vœu. Et donc nous effectuerons des vérifications aléatoires pour bien vérifier que la pièce que vous avez déposée dans votre dossier Parcoursup est bien l'attestation attendue. Si ce n'est pas le cas, votre dossier sera refusé. Donc là, je vais vous parler donc, de l'étape de l'admissibilité sur dossier. Donc alors l'admissibilité sur dossier, donc les dossiers donc seront étudiés, donc il y aura un score académique, donc ce qui est pris en considération ce sera vos notes de première et de terminale. Tout à l'heure j'avais une question sur les notes de seconde, elles n'interviennent pas du tout. Donc ce qui est pris en compte donc au niveau du score académique, c'est les notes de première et de terminale, en histoire-géographie, en langue vivante A et B. Il y a les 3 spécialités de première, les 2 spécialités de classe de terminale, les notes des épreuves anticipées du baccalauréat de français, c'est-à-dire la note d'écrit et la note d'oral, et toutes les autres notes ne sont pas prises en compte dans le calcul. Par exemple, l'enseignement scientifique, c'est une matière qui n'est pas prise en considération. Et les options ne comptent pas non plus. Donc, en plus de ces notes, il y a aussi des éléments qualitatifs qui sont aussi pris en compte donc, dans la phase d'admissibilité. Donc, dans la fiche à venir, donc, il y a la capacité à s'investir, les méthodes de travail, l'autonomie et l'engagement citoyen. Contrairement à d'autres formations, la lettre de motivation n'est pas demandée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on respecte scrupuleusement Parcoursup. Cela signifie que on n'utilise que les documents issus de Parcoursup. La lettre de motivation n'est pas demandée, donc c'est inutile de nous l'envoyer puisqu'elles ne seront pas lues. Pareil pour si vous avez effectué des stages, que vous avez des lettres de recommandation, etc. C'est pas la peine de nous les envoyer puisque on ne les utilisera pas. Ensuite, la dernière étape, c'est l'admission sur épreuve. Donc, alors, tout à l'heure, je vous disais qu'effectivement, les candidats qui seront admissibles, donc cette année, on a eu 840 admissibles. Donc, ça sera à peu près ce nombre-là l'année prochaine. Donc, comme je vous disais, donc, la clôture des vœux, c'est le 1er avril 2026. De toute manière, vous retrouverez toutes ces informations aussi sur Parcoursup. Les épreuves orales d'admission, elles se déroulent sur à peu près une demi-journée pour les candidats, du 22 au 28 avril 2026. Donc, vous voyez, donc là, c'est la carte des zones des vacances. Donc, pour la zone B, donc votre zone, donc, le concours sera... donc, ça sera deuxième semaine de vacances. Donc effectivement, une partie sur les vacances et une partie pendant lesquelles vous aurez cours. Donc à partir du moment où vous serez admissible et que vous aurez choisi donc, votre créneau horaire, vous pourrez télécharger une convocation. Donc en cas d'absence au lycée, vous pourrez donner votre convocation qui permettra de justifier votre absence. Alors, les épreuves d'admission, donc là, je veux parler de la base réglementaire, donc qui est définie par l'arrêté du 9 novembre 2023 et de son annexe 4. Donc, les épreuves d'admission sont constituées d'une série de 3 à 10 épreuves courtes qui visent à évaluer les compétences intellectuelles et cognitives générales, les compétences liées au métier et les compétences et savoir-faire spécifiques, ainsi que les aptitudes personnelles. Ces épreuves sont d'une durée de 5 à 15 minutes. Ça peut être soit des entretiens oraux avec un ou deux examinateurs, des travaux manuels ou des exercices assistés par ordinateur. Le nombre et la durée des épreuves sont portés à la connaissance des candidats au moins un mois avant la date des épreuves. Donc cela signifie que les épreuves peuvent être adaptées en cas de circonstances exceptionnelles. Donc bien entendu, s'il y a des changements, vous aurez l'information dans les délais impartis. Donc, ce qui est prévu, donc les épreuves d'admission, donc c'est 7 épreuves sélectives. L'objectif principal, c'est vraiment de départager les candidats admissibles. Il y a 4 mini-entretiens et 3 QCM. Donc, il y a plusieurs ateliers avec des évaluateurs qui sont différents. Donc, comme on l'a vu précédemment, ce sont des épreuves qui sont courtes et chronométrées. Et ça permet vraiment d'évaluer les compétences indispensables pour le métier de vétérinaire.
et elle se déroule en visioconférence. Donc là, on va parler des organisations des épreuves orales et des QCM. Donc, comme je vous le disais, elles se passent donc en visioconférence sous l'outil Zoom. Il faudra bien entendu vous assurer que vous avez une connexion à haut débit qui est stable, une webcam et un micro de bonne qualité. Il s'agit d'un concours, donc les conditions sont très strictes et vous devrez impérativement faire des tests sur un site dédié. Donc le site ressemblera à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les candidats admissibles, sur votre convocation, vous aurez toutes les informations donc, pour vous connecter le jour de vos épreuves et vous aurez l'adresse du site internet, etc. Vous aurez toutes les informations sur la convocation. Donc surtout, lisez-la bien correctement et n'attendez pas la dernière minute pour lire toutes les informations. Et vous serez aussi accompagné par un staff d'étudiants. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le QG du concours. Et donc les étudiants sont vraiment là pour gérer la partie technique, vous déplacer dans les différentes épreuves, et comme ça vous permettra vraiment que vous soyez bien concentrés sur les épreuves. Donc là, c'est les dates de Parcoursup. Donc la phase principale de Parcoursup, donc vous commencerez à avoir les résultats donc, de Parcoursup à compter du 2 juin. Et la phase principale se termine le 11 juillet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour le concours vétérinaire post-bac, il n'y a pas de phase complémentaire. Donc la phase principale se termine bien le 11 juillet. Donc là, on va faire un petit focus donc, sur la procédure d'appel des candidats classés. Donc comme je vous disais tout à l'heure, tout passe par Parcoursup. Donc si vraiment vous avez des questions sur le fonctionnement de Parcoursup, je vous invite vraiment à aller sur le site de Parcoursup, puisqu'il y a énormément d'informations, des FAQ, des petites vidéos explicatives. C'est vraiment très très bien fait. Donc là, c'est une simulation donc, d'appel des candidats classés au premier jour. Donc là, par exemple, ce serait pour le 2 juin 2026. Donc là, on part du principe que le candidat classé numéro 1 choisit l'ENVA, le NVT, Oniris, VET AgroSup, etc. Et donc, il y a 280 places et donc 70 places par école. Donc, les candidats ne classent pas leurs écoles. Donc, au premier jour, le candidat qui a été classé premier, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est un concours qui est commun, donc il y a un classement unique. Donc, le candidat qui est classé numéro 1, donc il a choisi les 4 écoles, le deuxième pareil, le troisième, etc., etc. Sauf que le candidat classé 70e a fait le choix de ne pas choisir Toulouse. Peut-être que c'est trop loin de chez lui et que financièrement, il ne peut pas aller habiter à Toulouse. Donc, donc ce qui se passe, c'est que le candidat classé numéro 1, le premier jour, Parcoursup lui proposera une place dans les 4 écoles. Le candidat classé numéro 2, puisqu'il a demandé les 4 écoles et qu'il y a de la place, on lui propose les 4 écoles, etc., etc. Le candidat qui est classé 70e, lui, n'a demandé que 3 écoles. Donc Parcoursup lui propose euh, la 70e place à Alfort, la 70e place à Lyon et la 70e place à Nantes. Et comme il n'a pas demandé Toulouse, il reste une place à Toulouse et cette place est proposée au candidat classé 71e. Donc au premier jour, les candidats classés de 1 à 70 ont tous des propositions de places dans les écoles qu'ils vont demander. Et le candidat classé en 71e place n'a qu'une proposition de place, c'est-à-dire pour Toulouse. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Donc il y a bien effectivement 70 places par école. Voilà. Et donc, effectivement, le candidat classé 71e au premier jour n'a qu'une place pour Toulouse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est tant que chacun des appelés n'a pas fait son choix, les candidats suivants sont bloqués et ne sont pas appelés. Le fait d'accepter ou de refuser une place permet au candidat suivant d'être appelé. Donc, il faut y penser aussi. Voilà. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que au deuxième jour,
Le candidat classé en 71e place aura aussi une proposition pour Alfort, Lyon et Nantes. Parce qu'en fait, en répondant, par exemple, si le candidat classé numéro 1 choisit Nantes, automatiquement, il libère 3 places. Il libère une place à Alfort, une place à Lyon et une place à Toulouse. Et le concours post-bac n'est pas décompté parmi les 2 présentations autorisées pour les autres voies de concours. Donc si vraiment vous souhaitez être vétérinaire, il ne faut pas hésiter à se présenter. Et il y a 280 places au total pour le concours, soit 70 places, comme je vous disais, par école. Et là, c'est vraiment le site du concours. Donc, je vous invite vraiment à noter cette adresse, puisque vous avez toutes les informations sur le concours vétérinaire post-bac. Vous avez à disposition une FAQ, donc avec les questions qui sont fréquemment posées, dont quel type de spécialité choisir, etc. Vous avez les réponses. Et si vraiment vous avez vraiment un cas très très particulier, vous pouvez aussi nous contacter via le bouton contact et on répond vraiment à toutes les questions. Et aussi, bien sûr, toutes ces informations-là, vous retrouverez aussi sur la fiche de formation Parcoursup. Voilà. Merci Soraya pour cette présentation. Du coup, on va sans transition, parce que beaucoup de questions ont été répondues déjà dans la conversation. Je pense que vous-même, j'ai vu Lucille intervenir aussi parfois. Encore une fois, toutes les informations qui sont données ici sont à retrouver sur le site www.concours-veto-postbac.fr. Et vous avez, comme Soraya l'a dit, une FAQ qui est extrêmement bien faite. Et si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez aussi les poser aux responsables du concours. 100% des questions on y trouve on donne une réponse à 100% des questions. Donc, faut pas hésiter à interagir avec via ce site-là. Je vous Et propose juste pour préciser, effectivement, il y a toutes les informations sur le site du concours, puisqu'il s'agit d'un concours et que tous les candidats doivent avoir le même niveau d'information. absolument. Voilà. Et je vous propose de passer tout de suite là, à une partie témoignage d'étudiants qui sont passés par la VET 1. Alors, ils vont rejoindre cette session. On va commencer par Catherine et Loïs, parce qu'elles sont en VET 1, donc elles ont la plus courte expérience du concours, puisqu'elles ont passé le concours à la session 2025. Et ensuite, on fera intervenir Pierre et Vivien, et puis Hélène, qui sont un peu plus avancés dans la formation. Euh, les uns comme les autres ont la même expérience du concours. Donc, alors, j'arrête le partage. Je me suis perdu. On commence par Catherine et Loïs. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors, juste une petite information à destination de notre audience. Catherine, Loïs et tous les étudiants qui sont passés par cette voie ont signé les accords de confidentialité pour ne rien dévoiler de ce qu'ils ont vécu en termes de questions, etc., réponses. Donc, voilà, ça c'est important. Toutefois, ils peuvent quand même parler un petit peu de leur expérience, notamment avant de se préparer, parce que c'est une question récurrente concerne ce concours. Donc voilà, Catherine, je te laisse démarrer. Ok, du coup, moi, j'étais dans un lycée de la banlieue parisienne et j'ai voulu faire veto depuis tout petit, donc je me suis dit qu'il fallait que je me prépare. Pour ça, j'ai essayé de travailler un petit peu avant la rentrée de terminale, donc pendant l'été, où j'ai regardé des informations sur Internet, notamment concernant les différentes voies d'admission pour entrer en école veto, mais également les différents métiers autour de la notion de métier de vétérinaire, donc les différentes opportunités qu'on pouvait avoir.
Et déjà, on sait que pour le concours veto post-bac, il faut avoir les meilleures notes. Donc, j'ai essayé de travailler pour avoir les meilleures notes. Et après, j'ai essayé de lire des articles et de m'informer un peu sur l'actualité vétérinaire pour préparer le concours. Et Louis? Bonjour, donc moi je m'appelle Loïs. J'ai fait spécialité maths et SVT en terminale. Donc j'avais pas physique-chimie et si je peux donner un conseil à ceux qui nous écoutent, gardez physique-chimie parce que c'est très compliqué de rattraper entre guillemets tout le retard qu'on a pu prendre en terminale parce que les autres ont quand même eu 6 heures de physique par semaine que nous on n'a pas eu. Et donc pour le concours, ça n'a aucun impact parce que les compétences académiques ne sont pas évaluées pendant la deuxième phase du concours. Mais en tout cas, pour une meilleure réussite pendant la VET 1, parce qu'il y a quand même, je dirais bien une dizaine d'heures de physique-chimie par semaine, il vaut mieux travailler la physique-chimie en terminale. Et pour le concours, un petit peu comme Catherine, j'ai essayé de me renseigner sur Internet, aussi via les sites qui nous sont carrément proposés par le concours veto. Donc, j'ai essayé de lire un peu, de me documenter, mais le but, c'est pas de se préparer tellement au concours, puisqu'on note plus notre spontanéité et les réactions qu'on va avoir lors des entretiens avec les vétérinaires, plutôt que notre habilité à retenir des choses par cœur et à recracher bêtement ce qu'on a lu et qu'on a retenu. Ouais. Ce qui est important d'ailleurs dans cette phase orale, c'est de préciser qui seront les évaluateurs, peut-être Lucille. J'envoie ma réponse sur le chat et je réponds. Alors, les évaluateurs, ce sont soit les enseignants des écoles vétérinaires, donc des 4 écoles vétérinaires, soit des vétérinaires praticiens. Donc, on mélange. Alors, c'est le seul concours, je dois le dire, vétérinaire, où on fait intervenir des vétérinaires praticiens. Donc, c'est un petit peu la particularité des membres du jury. Donc, il y a un mélange d'enseignants et de vétérinaires praticiens. Voilà. C'est ça que tu voulais, Mathieu, comme réponse? Absolument, ouais, tout à fait. C'est important Ouais. de voir quelle typologie de personnes finalement en face de soi. C'est Oui. évidemment des gens qui connaissent à la fois le terrain très bien et où les écoles en fait. Voilà. Est-ce que Pierre et Vivien peuvent se connecter? Ils ont une expérience. Alors, je vois que Vivien est super actif sur la conversation. Merci à lui. D'ailleurs, merci aux autres d'ailleurs de. Bonjour. Bon, Vivien. Donc, concours 2024, pour ce qui Oui. te concerne. Aujourd'hui, tu es en V2. Est-ce que, petit effort de mémoire, quand tu étais au lycée, quand tu t'es un petit peu projeté sur ce concours et préparé? Oui, principalement, je me suis préparé en faisant des recherches sur le métier de vétérinaire, aussi par les stages. Les stages sont très intéressants parce que ça nous permet d'avoir une vision plus globale du métier de vétérinaire et concrètement voir comment le vétérinaire va travailler au jour le jour. Et ça nous permet aussi d'échanger avec eux et d'avoir une plus grande connaissance donc possiblement aussi de leur parcours, de leur vision du métier de vétérinaire, qui peut donc être très intéressant pour le concours. Et puis oui, après se renseigner sur les différents métiers du vétérinaire aussi, parce que on peut avoir les métiers plus communs de pratiquants cliniques, sans connaître forcément tous les autres métiers de vétérinaire qui peuvent exister, vétérinaire en laboratoire, en industrie pharmaceutique, etc. Ouais. Beaucoup de questions aussi qui reviennent. On l'a dit, le concours vétérinaire peut être présenté 2 fois uniquement dans sa vie, sauf, on exclut de ces 2 fois, en fait, le concours veto post-bac. Donc, n'hésitez pas à postuler dans d'autres formations en cas de non-succès
Encore une fois, j'insiste sur ce terme de non-succès et pas d'échec. En cas de non-succès à l'entrée dans une école vétérinaire après le concours vétérinaire post-bac, en fait, dans Parcoursup, vous avez 10 vœux. Donc, vous allez faire le vœu école vétérinaire pour tenter le concours post-bac. Si ça ne marche pas, ni admissibilité, ni de fait admission, eh bien, vous aurez toujours la possibilité, dans les autres vœux, de vous projeter dans une autre formation. Ça peut être une prépa BCPST, ça peut être une licence, ça peut être un BTS ou un BUT dont on a parlé auparavant et qui permettent, à l'issue de ces formations, de passer un concours dédié. Donc, si on rate l'entrée dans une école vétérinaire après le concours vétérinaire post-bac, c'est pas perdu, on peut encore tenter par une autre voie. Et Parcoursup, justement, ouvre la possibilité de s'orienter vers toutes ces autres voies. Est-ce que Pierre est là? Oui. Pierre. Bonjour. Alors pareil, VET 2 aujourd'hui, donc tu as passé le concours post-bac en 2024, est-ce que tu peux nous dire, nous parler de cette expérience du concours et puis également parler de la VET 1 que tu as du coup terminée. Et donc oui, moi en effet, j'ai passé le concours en 2024 et par rapport à ce concours, enfin moi en tout cas la façon dont je l'ai ressenti, c'est qu'il est réellement en 2 temps en fait. Enfin c'était en tout cas le point de vue que j'avais en tant qu'élève de terminale. La Sinon, si première c'est un partie post-bac, c'était plutôt retenter des fois le concours avec prépa. Est-ce qu'il y a un micro qui est activé? Est-ce que la personne peut le couper, s'il vous plaît? Attends, en gros, Ah, t'as des questions pour enregistrer? je sais pas, c'est des gens qui les posent quoi. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Comment on voit les messages? Le micro est activé de quelqu'un. Est-ce qu'il est possible de le couper, s'il vous plaît? C'est dans la rue ou en voiture, je ne sais pas. Voilà, merci. donc oui, du point de vue d'un élève de terminale, c'est que le concours s'est passé en 2 temps. Il y a d'abord eu la phase de préparation. En fait, c'est l'année en tant que telle où, entre guillemets, on se donne à fond, j'ai envie de dire, pour avoir le meilleur dossier possible, essayer de faire des stages, se préparer et enrichir sa culture vétérinaire pour avoir une idée juste et réaliste de ce que représente le vétérinaire. C'est vraiment en fait une phase de préparation qui est un peu à l'aveuglette parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans le concours, mais le but c'est de s'enrichir. Et après, la deuxième partie, en fait, c'est le concours en tant que tel qu'on va passer. Et j'ai envie de dire, les deux parties sont un petit peu indépendantes parce que tant qu'on n'est pas sélectionné au concours, après, de toute manière, on va pas passer le concours. Et donc après, le passage du concours, c'est un moment de stress, mais c'est aussi un moment où c'est important de se donner à fond. Et en fait, après, il y a toute la phase d'attente avant la soirée de Parcoursup qui arrive début juin en général. Cette phase-là, c'est aussi une phase qui est assez longue. Donc, un conseil, enfin, du point de vue de moi, ma terminale, c'est entre guillemets, c'est compliqué, mais de mettre un peu le concours de côté dans sa tête et juste d'attendre calmement parce que même une fois que les résultats Parcoursup sont tombés, le temps que Parcoursup se débloque au fur et à mesure que tous les résultats décantent, ça prend un petit peu de temps. Et souvent, on peut avoir ses réponses courant juin. Donc voilà, et après, je sais pas s'il y a des questions déjà à ce niveau-là concernant mon ressenti du concours. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que je peux compléter, Mathieu, dire quelques mots? Bien sûr, pas de problème. Merci beaucoup, Pierre. Effectivement, je confirme ce que dit Pierre, c'est-à-dire qu'il y a bien 2 phases différentes et qui sont indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que les candidats ont été sélectionnés pour la phase des entretiens, les compteurs sont remis à 0, ce qui est une originalité de ce concours, hein. C'est-à-dire que derrière, on ne regarde plus les notes que vous avez pu avoir dans vos lycées, parce qu'on sait très bien que les lycées ne notent pas tous de la même façon. Et donc, on pourrait donner plus de points à un candidat par rapport à un autre parce que simplement, le lycée n'a pas noté de la même façon. Donc, on essaye d'éviter ce biais-là. On ne peut pas complètement l'éviter dans la première phase. On en est désolé, mais ça ne dépend pas de nous. Mais dans la seconde phase, on enlève ce biais et tout le monde est remis à plat sur les mêmes épreuves. Et ça donne... C'est pour ça qu'on fait ces 2 phases complètement indépendantes l'une de l'autre. Voilà.
Donc, du coup, il y a eu quelques questions là dans le chat. D'abord, pour les spécialités en terminale. Alors, moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'avais. Alors, en première, j'avais maths, physique, SVT. Et en fait, en terminale, j'ai gardé SVT et physique chimie en spécialité. Et j'avais maths complémentaire à côté, ce qui, honnêtement, maths complémentaire est très intéressant. Alors, on n'est pas sur un niveau de spécialité, mais au moins d'entretenir ses connaissances en mathématiques, ne serait-ce qu'une année, parce que j'en parlerai après sur la VET 1, mais en fait, il y a un socle quand même assez important de mathématiques en première année. Donc, d'un point de vue entretien, comme je disais sur l'année terminale, c'est intéressant. Après, il y avait des questions sur les notes. En spécialité, en SVT, au cours de l'année, j'avais autour de 18 et 19, et en physique-chimie, plus autour de 16 et 18. Et après, dans le tronc commun, c'était un petit peu aux alentours de ces mêmes notes-là. Et ensuite, la dernière question que j'avais vue passer, c'était sur la façon dont je m'étais préparé au concours. Comme je vous le disais, tout ça, c'est un peu à l'aveuglette parce qu'on n'a pas l'information sur le concours en tant que tel. Et vraiment, moi, c'était ma décision et visiblement, ça a marché. C'était de vraiment mettre l'accent sur l'enrichissement de la culture vétérinaire et de... Il y a une question? On continue, Pierre. Ok. De mettre l'accent, oui, sur cet enrichissement de la culture vétérinaire et de vraiment avoir une image juste de ce que représente le vétérinaire dans la société. Donc par des stages, par des articles qu'on peut trouver sur Internet, sur des sites bon, bah, assez fiables, le site de l'Ordre, le site du concours Postbac aussi. Donc voilà, par tous ces biais-là. Et après, donc, pour enchaîner sur moi, ma vision de la première année en VET 1, alors c'est une année qui est assez intense d'un point de vue travail, charge de travail par rapport à la terminale. Il y a un vrai pas, je dirais, parce que là, on se spécialise vraiment dans l'enseignement. On a moins de matières, mais on va beaucoup plus loin dans les matières, mais en même temps, enfin, entre guillemets, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est extrêmement enrichissant. Le fait d'aller très loin dans les matières et de travailler beaucoup plus, ça permet de s'y retrouver totalement. Et après, justement, alors moi, j'ai pas fait prépa, donc je peux pas vous dire, hein, mais il y a un rythme qui est quand même assez soutenu du fait qu'on ait un contrôle continu tout au long de l'année. Ce qui fait que c'est pas une année de repos ou quoi, même s'il n'y a pas de concours à la fin, il y a quand même une charge de travail assez importante et derrière un travail personnel à fournir qui est assez intense. Si je peux enchaîner sur ce que Pierre dit, en VET 1, on a des DS tous les vendredis. Donc, que ce soit bio ou physique-chimie, on alterne. Donc, on a des devoirs tous les vendredis et 2 partiels. Donc, un partiel enfin, un partiel au semestre 1 et un partiel au semestre 2. Il n'y a que en maths qu'on n'a pas de devoirs toutes les semaines sur nos cours, mais on a quand même des partiels. Donc, c'est pas une année de repos non plus, comme le dit Pierre. C'est un peu le même rythme qu'une prépa, mais étant donné qu'on a moins de cours que, par exemple, en BCPST, on n'a pas de géographie, on n'a pas de géologie, enfin, on n'a pas de cours pour pouvoir préparer d'autres concours éventuellement. Donc, c'est vrai que notre emploi du temps est peut-être un peu plus léger, mais on voit quand même quasiment la totalité de ce que les gens en prépa vont voir pour être au même niveau après en VET 2. Tout à fait. Hélène. Hélène qui est un petit peu plus ancienne maintenant, puisqu'elle est en VET 3. Bonjour. Bonjour Hélène. Alors, elle était intervenue l'année dernière déjà. Oui, effectivement. Et elle revient, et c'est très bien. Donc voilà, ton expérience du concours post-bac a un effort de mémoire un petit peu plus important à faire, parce que c'était il y a 2 ans. Petit coup de vieux d'un coup, mais oui. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Je précise, encore une fois, il n'y a pas d'annale ce concours, et il n'y en aura jamais. Donc ne cherchez pas sur Internet des annales, et méfiez-vous des antennes qui vous vendraient une préparation extrêmement efficace à ce type de concours. Je ne suis pas convaincu vous perdrez de l'argent et vous n'aurez pas un bonus supplémentaire avec ce type de structure. Pardon Hélène, je précisais ça avant, mais voilà, je te laisse parler. Merci.
Donc moi c'est Hélène, je viens d'un lycée public de Paris, j'ai fait toute ma scolarité dans le public et j'ai eu mon bac donc en 2023 avec les spécialités SVT, physique-chimie et l'option maths complémentaires parce que pour moi ça représentait le meilleur compromis avec les trois matières scientifiques. Pourquoi j'ai candidaté au concours post-bac? Parce que c'était la voie la plus rapide qui permet d'entrer directement en école vétérinaire et moi c'était mon objectif depuis le début de ma scolarité. Et en fait, dans ce concours, en tentant ce concours, on n'a rien à perdre vu que ça représente en quelque sorte une troisième chance, puisque ça ne supprime aucune des deux chances après, plus tard, d'accès aux écoles vétérinaires en cas de non-succès, donc comme ça a déjà été dit. Ce qui m'a conforté aussi dans mon choix à la fois du concours et d'orientation, c'est que très souvent j'adore ce que j'apprends. J'y trouve énormément d'intérêt et je me sens vraiment à la place dans cette formation, dans cette école. J'ai éprouvé quelques difficultés parce que on n'a plus les mêmes repères qu'au lycée où on était en tête tous des têtes de classe avec 17-18 de moyenne générale et quasiment tout le temps des bonnes notes, enfin, beaucoup de facilité, enfin, souvent. Et là, c'est plus du tout le cas. On se retrouve parfois avec des notes en dessous de la moyenne. Donc, on stresse un peu, on se demande si on va réussir ou pas. Mais finalement on s'en sort. Et ce qui est dur aussi, c'est que, enfin, on se compare forcément aux autres au sein de la promotion, puisqu'on est tous au final des têtes de classe. Et donc là, en fait, on se retrouve plus du tout on se retrouve à devoir se comparer à ces personnes-là. Donc, ouais, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Et j'avais un peu des appréhensions parce que je sais que je suis assez lente dans ma manière de travailler, que je suis quelqu'un qui stresse assez facilement. Je sais que j'ai besoin de temps pour comprendre les choses et donc j'avais peur que ça ne matche pas forcément avec la formation de vétérinaire. Et c'est vrai que enfin, pour le niveau, justement, comme l'a dit Pierre, il y a un réel gap par rapport au lycée en termes, enfin, par rapport au rythme qui est plus intense, plus soutenu, par rapport à la masse de choses à apprendre, à la difficulté aussi. Et aussi par rapport à la spécialité que j'avais abandonnée. Donc j'avais abandonné la spécialité maths pour prendre donc effectivement l'option maths complémentaire. Mais c'est vrai que j'avais pas le niveau de ceux qui avaient, bon, le niveau en maths de ceux qui avaient conservé la spécialité mathématique. Donc c'était un peu compliqué pour cette matière, mais j'ai réussi à trouver du temps pour la travailler. Parce que c'est vrai qu'en VET 1, on a plus tendance à travailler les matières de physique-chimie et BES, donc biologie, écologie, santé, au détriment parfois des mathématiques mais on arrive quand même à trouver ce temps-là. Et voilà. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un peu compliqué, mais au final on s'en sort et je suis vraiment contente d'être là. C'est important de dire aussi, quand même, dans les écoles, en VET 1, il y a enfin, nombre de professeurs. La classe est séparée en deux groupes, donc 70 élèves, enfin un peu plus, avec des redoublants, donc 35 et 35-36 par groupe. Et chaque demi-groupe, demi-classe, en fait, a deux enseignants référents qui sont vraiment auprès des étudiants qui les connaissent très très bien et qui peuvent suivre leur scolarité et le déroulement de leur scolarité en les accompagnant au mieux en fonction de leurs besoins, que ce soit des besoins scolaires, que ce soit des besoins extrascolaires, c'est-à-dire que voilà, s'il y a des coups de mou perso, ça peut être aussi les enseignants qui interviennent. Je crois ne pas me tromper en me disant ça. Oui, Bon. bah, c'est vrai que, pardon, excusez-moi, que les professeurs étaient vraiment très bienveillants et ils nous accompagnaient énormément. Donc c'est vrai que ça a été une très grande aide pour cette année. Et si je peux me permettre aussi, ce qu'il Ouais. faut prendre en compte, c'est que du coup, les professeurs, ils ont que notre classe durant toute l'année. Et du coup, ils vont avoir que nous en tant qu'élèves durant toute l'année. Donc, ils nous connaissent vraiment bien aussi au fur et à mesure. Ouais, ça c'est un élément particulièrement important à prendre en compte. Je reviens à Catherine et puis Loïs, parce que vous êtes dedans là, ça y est.
Donc, avec un recul de 3 mois maintenant, comment se passe votre formation? Est-ce que vous trouvez ça difficile? Quelle est la quantité de travail? Catherine? Moi, je trouve que la quantité de travail, bon, bah, comparé au lycée, ça a rien à voir. On a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de matières. Notamment, moi non plus, j'avais pas pris physique. Donc, pour essayer de récupérer la physique et comprendre la physique, c'est assez long et assez dur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, en SVT, on va vraiment comprendre tous les mécanismes et on revient au début de l'organisme pour essayer de comprendre tout. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à trouver son rythme et que ça peut être compliqué au début. Loïs, un complément? Bah, pour mon cas, du coup, c'est un peu pareil. Enfin, j'avais pas pris physique non plus. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de retard. Alors, j'avais tant bien que mal essayé de rattraper un petit peu cet été, au moins. Le minimum, c'était, je pense, d'apprendre les formules. Parce que, en fait, après, quand on accumule le retard déjà du cours qu'on doit apprendre, si en plus on doit apprendre la base de ne serait-ce que la formule basique, ça commence à faire beaucoup. Donc, je pense que, bah, oui, forcément, c'est compliqué. Là, pour donner une idée à peu près à ceux qui nous écoutent, l'année dernière, j'avais 18, 19 de moyenne générale. Et là, cette année, je tourne à peu près à 10, 11. Et les notes sont sur 100. Donc, on a des QCM, des évaluations écrites. En physique-chimie, c'est surtout des évaluations écrites. Et, euh, et oui, forcément, en fait, le niveau baisse pas, mais c'est vrai que les attentes sont plus les mêmes. Et on nous évalue beaucoup moins sur notre capacité à apprendre par cœur et à recracher ce qu'on sait. On nous évalue beaucoup plus sur la réflexion, donc de prendre en compte, par exemple, dans une étude de document, d'arriver vraiment à analyser et à mettre à synthétiser nos pensées concrètement. Et je pense que c'est ça qui est un peu compliqué, peut-être en première année, mais ça va, on va s'en sortir et on espère juste pas aller au rattrapage. Sur les spécialités, parce que c'est récurrent, ça revient beaucoup, ces questions-là. Il n'y a pas de formule idéale ou de formule à prendre absolument. Enfin voilà, je vais laisser Lucie le repréciser, hein, parce que voilà, vous me dites si je fais pas ça, je vais être pénalisé. Si je fais pas physique-chimie, enfin vous entendez les témoignages de Loïs et Catherine, hein, elles ont pas pris physique-chimie, et c'est pas pour ça elles ont pas réussi la première étape, à savoir le concours et de rentrer en école. Aujourd'hui, évidemment qu'elles sont en VET 1, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais ça le serait autrement si elles n'avaient pas pris d'autres spécialités. Donc finalement, encore une fois, il n'y a pas de formule idéale, il n'y a pas de formule toute faite. J'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui disait est-ce qu'il faut que j'ai une meilleure moyenne dans ma spécialité SES en première? Est-ce qu'il faut que physique-chimie? Est-ce qu'il faut que j'abandonne la physique-chimie pour garder SES? Bah, j'aurais tendance à dire que non quand même, parce qu'il faut enfin, les disciplines scientifiques seront plus valorisées dans un concours tel que celui-ci, même si la moyenne est moins bonne que dans la spécialité SES. Mathieu, je vais compléter ce que tu dis. Oui, c'est un métier scientifique. Donc, il faut quand même un certain nombre de prérequis qui vous sont enseignés au lycée et qui sont absolument indispensables. C'est pour ça que on va plutôt, enfin, les profils sont ceux d'un scientifique. Si vous voulez aller à Polytechnique, vous n'allez pas faire de la danse classique. Enfin, je ne sais pas, mais je caricature un petit peu, mais il faut avoir les prérequis qui sont en adéquation avec la formation que l'on va faire
Et dans les disciplines obligatoires qui sont indiquées dans la directive européenne, hein, parce que nos études sont réglementées comme le concours et comme la profession vétérinaire, hein, tout est réglementé à toutes les étapes de la vie chez les vétérinaires. Donc, dans la directive européenne est indiqué de la chimie orga-inorga, des mathématiques pour le vétérinaire, c'est-à-dire des bases de mathématiques solides, mais le niveau aujourd'hui du bac de première, vous savez, il va y avoir un bac maths en première. Ceux qui sont en première dans cette visio sont au courant. Donc ce niveau-là est le niveau de base nécessaire. Et après, effectivement, en physique-chimie, c'est un niveau qui est relativement élevé parce que ça fait partie des disciplines nécessaires aux vétérinaires. Donc voilà, je ne vais pas vous cacher. De toute façon, on n'invente pas ces disciplines, elles sont indiquées, elles sont obligatoires et on est obligé de les enseigner. Donc, on ne veut pas vous mettre dans le rouge quand vous arrivez à l'école et que vous vous sentiez complètement décalé, qu'on vous mette en échec scolaire. Ce n'est pas l'objectif. Donc, on essaye de recruter des étudiants qui sont en adéquation avec le profil requis. Et effectivement, il y a un écart considérable entre l'enseignement supérieur et le lycée. Mais ça, ce n'est pas vrai que pour les études vétérinaires, hein. J'entendais le témoignage des étudiantes ou des étudiants qui sont en première année. Oui, il y a un décalage important aujourd'hui entre le lycée et l'enseignement supérieur. On ne peut que le déplorer, mais c'est la situation que l'on observe. C'est pour ça qu'en première année, vous êtes 70 par école, 35 par groupe de 35 avec des enseignants qui vous suivent de façon très rapprochée pour vous aider à passer ce cap de l'enseignement supérieur. Et malheureusement, nous, on a des choses à vous enseigner et voilà. Mais le décalage, il existe, je ne vais pas vous le cacher. C'est pour ça aussi qu'il faut être quand même à l'aise au lycée pour bien suivre l'enseignement vétérinaire en première année. Après, les étudiants qui sont passés par la première année réussissent très bien leurs études. Donc, il n'y a pas de souci. On est très content de ce concours. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est effectivement la raison pour laquelle on a fait venir des étudiants qui sont aujourd'hui dans les années supérieures. C'est pour. Alors, il devait intervenir dans la session précédente, c'est Maxence qui est aujourd'hui en V5. Voilà. Il a passé la première édition du concours en 2021. Et aujourd'hui, il suit un parcours entre guillemets normal, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lacune particulière. Au contraire, en fait. Et éventuellement, justement, j'aurais bien aimé parler de notre ressenti du coup en deuxième année par rapport à la voie post-bac, Ah oui, Vivien, comparé bien sûr. notamment à ceux qui ont fait prépa, etc. Ouais, on On t'écoute. Oui. n'observe pas du tout en fait de retard par rapport aux autres voies. Au contraire, même sur certains éléments, on va avoir des meilleurs acquis sur des choses qu'on a possiblement un peu plus poussées en première année, comparé à des voies comme la prépa ou la licence, où ils vont avoir beaucoup de matières aussi autres que nous, on ne voit pas forcément en première année, comme la géologie ou des choses comme cela. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir un niveau équivalent par rapport aux autres formations. Ouais, je Et complète, hein, parce que je complète, excuse-moi Vivien, en fait, le programme, pardon, de la première année, je le rappelle, parce que ça a peu été dit, je pense, c'est la première année commune aux 4 écoles vétérinaires, hein. C'est le même programme qui est appliqué dans chacune des 4 écoles vétérinaires publiques. Ce programme est construit en cohérence avec la suite, c'est-à-dire la formation initiale vétérinaire, qui débouchera, encore une fois, sur le même diplôme. Donc voilà. Pardon Vivien, je voulais faire cette précision et je te laisse compléter. non, bah, oui, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est pareil pour les années supérieures après V3, V4. Mais ouais, on a une très bonne formation en première année. Et bon, après, c'est comme ce qui a pu être précisé préalablement par ceux en prépa, etc. On a quand même en deuxième année une organisation des études qui est quand même très différente avec beaucoup moins de suivi par rapport à la première année. Et du coup, on a un peu deux transitions entre lycée, première année, et après première année, deuxième année. Mais ça se fait aussi assez bien malgré tout. Et je voulais juste préciser pour ceux, comme ce que je ne l'avais pas dit avant, comme spécialité en terminale, du coup, moi j'avais pris physique, chimie, mathématiques avec mathématiques expertes du coup en option. Voilà.
Donc pas de SVT, et pour autant, c'était possible de rentrer dans la formation. Donc comme quoi, encore une fois, il n'y a pas de formule idéale. Toujours la question qui revient dans la conversation, on veut savoir de manière tout à fait comptable quelle moyenne générale je dois avoir au lycée en première et terminale pour pouvoir prétendre à passer ce concours. En fait, ça, c'est une réponse qu'on ne peut pas apporter. Alors, pardon, Mathieu, C'est excuse-moi. forcément des très très bons dossiers, donc, mais c'est des fourchettes, mais une moyenne générale, est-ce que ça va être... on observe quand même, Lucille, tu ne me contrediras pas qu'on a parfois des très très d'élèves qui sont pas admis, voilà, parce que ça reste un concours, en fait. Donc on interclasse les candidats les uns avec les autres. Voilà. Et vous avez toutes les notes sur le rapport du concours post-bac, donc sur le site qu'on vous a indiqué. Vous avez un rapport qui est assez complet où on vous indique les moyennes des admissibles, des admis, etc. Donc on ne vous cache rien, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de candidats, plus de 4000, et il y a 280 places. Donc le taux de sélection est forcément important. Voilà. Donc, allez sur le site du concours, vous avez vraiment toutes les infos. Et si, comme Soraya l'a dit, vous ne retrouvez pas la réponse, eh bien, vous faites un ticket et on vous répondra.